Dans le village de Bellegarde-sur-Vézère, en plein cœur du Périgord noir, cette matinée de 2018 s'annonçait paisible. L'air était encore frais, chargé du parfum de la terre humide et des feuilles de noyer, et une légère brume s'accrochait aux collines verdoyantes. La Vézère, la petite rivière qui serpentait à travers la vallée, coulait avec un murmure apaisant, un son qui semblait rythmer la vie du village depuis des siècles. Les habitants commençaient leurs activités quotidiennes. Certains tiraient de l'eau du puits, d'autres nourrissaient leurs poules, tandis que les plus matinaux se préparaient déjà à partir pour les champs. La vie ici suivait un cours lent, presque immuable, comme la mélodie d'un vieil air folklorique. Dans l'une des maisons en pierre blonde, typique de la région, vivait un jeune agriculteur nommé Julien, sa femme Élise, et leur fils unique de 7 ans, Léo. Leur demeure se dressait non loin de la rive, son jardin rempli de noyers, de figuiers et de quelques touffes de bambou qui bruissaient à chaque passage du vent. Malgré leurs modestes moyens, Julien et Élise étaient connus pour leur harmonie. Le sourire d'Élise était le réconfort de Julien chaque fois qu'il rentrait des champs, le corps fatigué par le labeur. Léo, quant à lui, était un enfant vif et joyeux, toujours curieux de tout ce qui l'entourait. Ce matin-là, comme à son habitude, Julien se préparait à se rendre à sa noiret. Il portait sur l'épaule la vieille pioche de son père. Élise lui avait préparé un déjeuner simple, un morceau de pain, du fromage de chèvre et une pomme, enveloppés dans un torchon propre. Dans le jardin, Léo courait en riant, poursuivant un coq un peu trop fier. L'atmosphère était si ordinaire, si tranquille, que rien ne laissait présager le bouleversement qui allait frapper leur existence. Au loin, les cloches de la petite église romane, qui venait de sonner les 6 heures, résonnaient encore doucement, ajoutant à la sérénité ambiante. Julien était respecté au village pour son ardeur au travail. Bien que ses terres ne fussent pas vastes, il les cultivait avec une patience infinie. Il considérait cette terre comme un héritage précieux, un lien sacré avec ses ancêtres qu'il se devait de préserver. Élise l'accompagnait avec une loyauté sans faille. En plus de tenir la maison, elle participait activement à la vie du village, aidant à organiser les fêtes locales et rendant visite aux personnes âgées. Sa gentillesse et son sourire facile la rendaient chère à tous. Il n'était pas rare qu'elle s'arrête pour discuter sur la place du village, échangeant des nouvelles et des amabilités avec chacun. Cependant, sous cette surface paisible, une braise couvait, prête à s'enflammer. Cette braise était un conflit familial concernant l'héritage des terres des parents de Julien, dont le partage n'avait jamais été clairement établi. Gérard, le frère aîné de Julien, un homme bourru et solitaire, estimait que la totalité des terres lui revenait de droit. Après tout, c'était lui qui était resté au village pour s'occuper de leurs parents jusqu'à leur dernier souffle. Julien, qui dans sa jeunesse avait passé quelques années à Bordeaux pour travailler, était, selon Gérard, indigne de réclamer sa part. Cette querelle était devenue un secret de polichinelle. Certains voisins avaient tenté une médiation, d'autres préféraient ne pas s'en mêler. Mais pour Julien et Élise, cette terre n'était pas qu'une simple parcelle. C'était le symbole de leurs racines, le fondement de leur famille et l'unique espoir pour l'avenir de Léo. Élise répétait souvent à Julien, avec une fermeté qui le surprenait parfois, qu'il devait se battre pour son droit. Elle refusait que son fils grandisse sans rien, sans un lopin de terre à lui. En tant que mère, elle se sentait investie de la mission de lui assurer un avenir stable. C'est cette détermination d'Élise qui créait des tensions palpables avec Gérard. Plusieurs fois, des éclats de voix avaient été entendus provenant de la maison de ce dernier, une vieille bâtisse isolée à l'orée de la forêt, lorsqu'Élise s'y rendait pour exiger une clarification. Les villageois qui passaient par là ne pouvaient que s'échanger des regards entendus, conscients que le conflit s'envenimait. Julien, de son côté, essayait toujours de calmer sa femme. Il ne voulait pas que ce différend brise le lien familial qui le rattachait à son frère. Mais Élise ne cédait pas. Pour elle, la justice devait prévaloir, quel qu'en soit le risque. La force de caractère d'Élise lui valait l'admiration silencieuse de beaucoup, même si certains s'inquiétaient. Il connaissait le tempérament de Gérard, un homme têtu dont la colère pouvait exploser violemment s'il se sentait acculé. Au milieu de ces remous, la vie continuait son cours. Léo jouait toujours dans les champs avec ses amis, son rire insouciant flottant dans l'air. Julien continuait de travailler la terre, la sueur perlant sur son front. Élise préparait les repas en fredonnant doucement, sa voix apportant une touche de paix à leur foyer. Personne ne se doutait que, derrière cette routine rassurante, le destin était en train de tisser un drame qui allait secouer le village jusque dans ses fondations. Les jours passèrent, puis les semaines, et le mois de mai de cette année-là apporta avec lui un temps inhabituel. Le ciel était souvent couvert, des averses soudaines s'abattaient sur la région, et un vent froid transperçait les vêtements. Les anciens du village murmuraient que la nature envoyait un signe, mais la plupart des gens,
comme à l'accoutumée, préféraient continuer leur vie, armés de prières et de travail acharné. Julien était de ceux-là. Il n'imaginait pas que ces nuages sombres se dirigeaient lentement, mais sûrement vers sa propre maison. Un matin particulier, Élise se leva plus tôt que d'habitude. Elle semblait affairée, son visage empreint d'une gravité qui contrastait avec son sourire habituel. Elle annonça qu'elle allait se rendre chez Gérard pour discuter de l'affaire des terres une dernière fois. Julien, qui préparait ses outils, la regarda avec une inquiétude non dissimulée. Il connaissait la détermination de sa femme, mais aussi l'entêtement de son frère. En son fort intérieur, il pria pour que leur conversation se déroule dans le calme. Élise avait enfilé une robe simple mais impeccable d'un bleu clair. Elle portait un petit sac contenant quelques documents. Avant de partir, elle caressa la tête de Léo, encore endormi sur sa natte, un bref sourire illuminant son visage. Puis elle fit ses adieux à Julien. Ses pas étaient assurés alors qu'elle s'engageait sur le chemin du village. Julien la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour du sentier. Une étrange sensation l'envahit, comme un pressentiment. Mais il chassa cette pensée, se persuadant que tout irait bien. Dehors, le soleil commençait à poindre derrière les arbres. Bellegarde-sur-Vézère s'éveillait à ses activités matinales. Les enfants couraient vers l'école, les femmes se rendaient au marché avec leurs paniers, et les hommes partaient pour les champs. Personne ne savait que les pas d'Élise ce matin-là seraient les derniers que Julien et Léo la verraient faire. C'est de là que commencerait une sombre histoire, une histoire qui mettrait à l'épreuve la force du cœur, l'amour et le véritable sens de la famille. 3 jours s'étaient écoulés depuis ce matin où Élise s'était dirigée vers la maison de Gérard. Mais alors que les après-midi avaient cédé la place aux nuits, elle n'était toujours pas revenue. Au début, Julien avait tenté de se rassurer. Il se disait qu'elle avait peut-être décidé de passer la nuit chez son frère, la discussion s'éternisant. Il s'efforçait de rester positif, malgré un sentiment étrange qui le rongeait. La première nuit fut interminable. Le vent soufflait doucement à travers les interstices des murs en pierre, apportant avec lui le chant incessant des grillons. Assis sur le perron, Julien attendait. Ses yeux restaient fixés sur le sentier qui menait à la maison de Gérard. Mais même lorsque le chant du coq annonça l'aube, la silhouette d'Élise n'apparut pas. Le deuxième matin, l'inquiétude de Julien se mua en angoisse. Il essaya d'appeler son téléphone portable, mais tomba directement sur la messagerie. Non joignable. Les quelques messages qu'il lui avait envoyés restaient sans réponse, non lus. Son cœur se serra. Il alla voir quelques voisins, leur demandant s'ils avaient aperçu Élise. Mais leur réponse fut la même, personne ne savait. Léo, avec l'innocence de ses 7 ans, demanda « Pourquoi maman n'est pas encore rentrée ?» Julien ne put que caresser la tête de son fils, retenant une émotion qui lui nouait la gorge. Il lui assura qu'elle serait bientôt de retour, mais au fond de lui, le doute s'installait. La deuxième journée fut une torture. Julien tenta de travailler dans sa noiret, mais son esprit était ailleurs. Chaque coup de pioche faisait ressurgir le visage d'Élise. Chaque souffle de vent lui donnait l'impression d'entendre sa voix l'appeler au loin. La nuit tomba de nouveau, et leur maison semblait encore plus vide, plus silencieuse. Léo s'endormit en serrant son oreiller, tandis que Julien restait assis sur le perron, pensif. Son regard se perdait dans l'obscurité du chemin. Il priait en silence, suppliant pour que sa femme soit en sécurité. Au début du 3e jour, l'anxiété laissa place à la panique. Julien ne pouvait plus contenir ses émotions. Il se rendit à la maison de Gérard pour en avoir le cœur net. La bâtisse se dressait, un peu à l'écart, à l'extrémité du village, entourée de hautes herbes et de quelques bananiers sauvages. C'était une construction simple, aux murs de planches vieillis par le temps. Julien frappa à la porte, le cœur battant. Des pas se firent entendre à l'intérieur, puis la porte s'ouvrit. Gérard apparut, le visage fermé, le regard dur, comme s'il était contrarié par cette visite. Julien tenta de poser sa question d'une voix calme, malgré le tumulte qui agitait sa poitrine. Il lui demanda si Élise était bien venue quelques jours plus tôt. Mais Gérard répondit sèchement qu'elle n'était jamais venue. Sa voix était forte, comme pour clore la discussion. Julien sentit que quelque chose n'allait pas. Il était certain qu'Élise s'était rendue ici. Des rumeurs lui étaient parvenues de voisins, affirmant l'avoir vue marcher en direction de la maison de Gérard ce matin-là. Mais sans preuve, il ne pouvait rien faire. Il se contenta de fixer son frère, les yeux embués de larmes. Gérard referma la porte sans un mot de plus, le laissant seul dans la cour silencieuse. Lorsque Julien retourna au village, plusieurs habitants s'approchèrent de lui.
Une vieille femme nommée Madeleine affirma avec conviction qu'elle avait vu Élise entrer dans la cour de Gérard le matin de sa disparition. Madeleine se souvenait même distinctement de la robe bleu clair qu'elle portait. D'autres villageois corroborèrent ces dires. Ils avaient vu les pas assurés d'Élise se diriger vers cette maison. Mais depuis, personne ne l'avait vue en ressortir. Ce témoignage fit frissonner Julien. Il sentait qu'une terrible chose s'était produite, mais sa langue était comme paralysée. Il ne pouvait que retenir ses soupçons en silence. La troisième nuit, Julien ne dormit pas. Ses yeux étaient rouges, son corps tremblait. Après la prière du soir à la petite église, il resta assis, la tête baissée, récitant des prières. Quelques voisins tentèrent de le réconforter, suggérant qu'Élise était peut-être partie voir de la famille éloignée. D'autres chuchotaient que le conflit foncier pourrait être la cause, mais tout cela n'était que conjecture. Il n'y avait aucune certitude. Julien rentra chez lui d'un pas lourd, serrant dans ses bras Léo qui ne cessait de demander quand sa mère rentrerait. Il sentit son cœur se briser en entendant cette question innocente. Il ne put répondre que d'une voix faible qu'elle serait bientôt de retour. Mais au plus profond de lui, Julien savait que quelque chose de grave s'était passé. Des jours sans nouvelles, sans message, sans la moindre trace, ce n'était pas normal. Bellegarde-sur-Vézère était un petit village tranquille. Tout le monde se connaissait, se saluait. La disparition d'une femme adulte sans laisser de traces plongea toute la communauté dans l'inquiétude. Pour Julien, ce n'était plus de l'anxiété. C'était un cauchemar devenu réalité. Il savait qu'il ne pouvait plus se contenter d'attendre. Une petite voix lui soufflait qu'il devait trouver des réponses, quel qu'en soit le prix. Le 4e jour depuis la disparition d'Élise, l'atmosphère à Bellegarde-sur-Vézère n'était plus la même. Le café du village, habituellement animé par les rires et les plaisanteries, était maintenant rempli de murmures. Tout le monde ne parlait que d'une chose, l'absence d'Élise. Des rives de la Vézère au champ de Noyer, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Le nom de Gérard était de plus en plus souvent prononcé. Bien que ce ne soit qu'à voix basse, les villageois sentaient que quelque chose clochait depuis le début. Ils étaient convaincus d'avoir vu Élise se diriger vers sa maison. Madeleine, la vieille femme qui habitait non loin de chez Gérard, était devenue la témoin la plus courageuse. Avec son corps frêle et sa démarche hésitante, elle répétait à qui voulait l'entendre qu'elle avait vu Élise entrer dans la cour le matin de sa disparition. Elle se souvenait encore parfaitement de la couleur bleu clair de sa robe. Elle l'avait même saluée, et Élise lui avait souri avant de continuer son chemin. Après cela, Madeleine ne l'avait plus jamais revue. Ce témoignage glaçait le sang de Julien. Et il n'y avait pas que Madeleine. Un jeune homme nommé Luc, un ami proche de Julien, témoigna également. Il passait par hasard sur le sentier près du champ de maïs lorsqu'il avait vu Élise marcher, un petit sac à la main. Luc n'y avait pas prêté attention sur le moment, mais lorsque la nouvelle de la disparition d'Élise s'était répandue, ce souvenir lui était revenu clairement. Il était certain qu'elle se dirigeait bien vers la maison de Gérard. Le témoignage de Luc renforça la conviction de Julien que quelque chose s'était produit. Malgré tout, Gérard s'en tenait fermement à sa version. Chaque fois qu'on l'interrogeait, il répondait brièvement qu'Élise n'était jamais venue. Son visage était froid, son ton sec. Il s'était même mis en colère lorsque certains voisins avaient tenté d'aborder le sujet. Sa maison de bois, autrefois animée, était désormais le plus souvent fermée. La porte s'ouvrait rarement. Les volets restaient clos. Même le chien qui aboyait bruyamment dans la cour était devenu étrangement silencieux, ce qui rendait l'endroit encore plus sinistre. Les villageois commençaient à se sentir mal à l'aise. Ils échangeaient des regards chaque fois qu'ils passaient devant la maison de Gérard. Certains osaient murmurer qu'Élise était peut-être séquestrée. D'autres supposaient que la dispute au sujet des terres était à l'origine de tout cela. Mais personne n'osait l'affronter directement. Gérard était connu pour son caractère difficile et n'hésitait pas à hausser le ton. La présence d'un énorme python réticulé dans un enclos derrière sa maison dissuadait également les gens de s'approcher. Il l'élevait depuis des années. Son corps long et épais alimentait les histoires des enfants du village. Aujourd'hui, cet animal ajoutait à l'aura macabre qui entourait la demeure de Gérard. Julien était de plus en plus mal. Il se sentait pris au piège entre le respect qu'il devait à son frère et la vérité qui commençait à émerger. Chaque fois qu'il se souvenait du sourire d'Élise le matin de son départ, sa poitrine se serrait. Léo demandait de plus en plus souvent « Quand est-ce que maman rentre ?» Cette simple question transperçait le cœur de Julien plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Il essayait de sourire devant son fils, mais la nuit, ses larmes coulaient sans retenue. Luc, voyant l'état de son ami, ne pouvait rester sans rien faire. Il rejoignit Julien une nuit où le vent soufflait fort.
Assis sur le perron, à la lueur vacillante d'une lampe à huile, Luc lui dit à voix basse qu'il était convaincu que quelque chose était caché dans la maison de Gérard. Il lui conseilla de signaler immédiatement la disparition à la gendarmerie du canton. Au début, Julien hésita. Il pensait encore que c'était son propre frère. Mais en se remémorant Élise, il réalisa qu'il n'avait pas d'autre choix. Le lendemain matin, le visage blême, Julien se rendit à la gendarmerie. Son cœur tremblait, mais sa détermination était sans faille. Devant les gendarmes, il raconta que sa femme avait disparu depuis 3 jours après s'être rendue chez son frère. Il mentionna également les témoignages de Madeleine et de Luc. Les gendarmes l'écoutèrent sérieusement, notant chaque mot, puis promirent de lancer des recherches plus approfondies. La nouvelle que Julien avait contacté la gendarmerie mit le feu aux poudres au village. Les habitants se rassemblèrent au café, discutant de cette décision audacieuse. Certains le soutenaient, d'autres s'inquiétaient. Mais une chose était claire, la disparition d'Élise n'était plus une simple rumeur. L'affaire était maintenant officielle. Gérard devint le centre de toutes les attentions. Les gens qui le respectaient autrefois le regardaient désormais avec suspicion. Cette nuit-là, le vent soufflait violemment depuis la rivière. Les bambous se balançaient, leur frottement ressemblant à un murmure plaintif. Julien était assis chez lui, regardant la route sombre. Léo dormait sur sa natte, appelant parfois sa mère dans ses rêves. Julien se couvrit le visage de ses mains. Ses larmes mouillèrent ses paumes. Dans son cœur, une longue prière. Que l'on retrouve Élise saine et sauve. Mais derrière cette prière, une peur grandissante. Il savait que quelque chose était dissimulé. Il savait que la sombre vérité se rapprochait lentement. Le signalement de Julien fut rapidement suivi des faits. Plusieurs gendarmes du canton arrivèrent à Bellegarde-sur-Vézère dans l'après-midi. Le véhicule de patrouille, arrêté près de la mairie, attira la curiosité de nombreux villageois. Les enfants accoururent, tandis que les adultes regardaient avec inquiétude. La présence de la gendarmerie n'était pas chose courante dans ce village paisible. Tous savaient que leur venue était liée à Élise. On demanda à Julien de raconter à nouveau la chronologie des faits. D'une voix tremblante, il décrivit comment Élise lui avait fait ses adieux ce matin-là, vêtue de sa robe bleu clair, avant de partir en direction de la maison de Gérard. Il mentionna également que plusieurs témoins l'avaient vue entrer dans la cour, mais que Gérard niait tout. Les gendarmes prenaient des notes méticuleusement. Julien, le visage pâle et les yeux rougis par le manque de sommeil, restait la tête baissée, s'essuyant de temps en temps le front couvert de sueur froide. Ensuite, les gendarmes se mirent en action. Ils décidèrent de commencer les recherches aux alentours du village. Les sentiers furent inspectés, les champs de maïs et de noyers passés au peigne fin. La rivière qui traversait le village fut également examinée. Plusieurs habitants se joignirent aux recherches, munis de torchers et de lampes de poche. Cette nuit-là, le village habituellement silencieux fut animé par le bruit des pas et les appels au nom d'Élise. Cependant, jusqu'à tard dans la nuit, les recherches restèrent vaines. Elles reprirent le lendemain matin avec plus d'intensité. Les gendarmes élargirent le périmètre, fouillant le marché du village, la route menant au canton, et même la plantation d'EVA à la lisière de la forêt. Julien marchait avec eux, le visage partagé entre l'espoir et la peur. Chaque fois qu'un buisson bougeait, il sentait son cœur s'arrêter. Chaque fois qu'il entendait un oiseau de nuit, il espérait que ce soit un signe de sa femme. Mais il n'y avait que le silence. C'était comme si Élise avait été engloutie par la terre. Les villageois devenaient nerveux. Les conversations au café s'intensifiaient. Certains supposaient qu'Élise était partie chez de la famille éloignée sans prévenir. D'autres chuchotaient que le conflit foncier en était la raison. Et quelques-uns osaient prononcer le nom de Gérard à voix basse. Mais personne n'osait lui parler directement. La maison en bois à l'extrémité du village était devenue le centre d'un mystère qui détenait la clé de l'énigme. Julien était de plus en plus angoissé. Chaque nuit, il ne pouvait dormir. Il restait assis sur le perron, les yeux fixés sur le chemin sombre. La lampe à huile vacillait. L'image de Léo dormant paisiblement sur sa natte ajoutait à sa douleur. Le petit se réveillait souvent pour demander pourquoi sa mère ne rentrait pas. Julien ne pouvait que répondre d'une voix faible qu'elle était occupée par une affaire importante. Mais son propre cœur criait de douleur. Luc ne restait pas inactif. Il accompagnait souvent Julien, l'encourageant à rester fort. Il aida également les gendarmes en fournissant des informations. Luc affirma qu'Élise se dirigeait bien vers la maison de Gérard. Ces paroles renforcèrent la décision des enquêteurs de fouiller plus en profondeur. Cependant, Gérard continuait de nier. Il disait qu'il n'était au courant de rien.
Son visage était froid, ses yeux perçants, sa voix forte. Les quelques voisins qui l'entendirent devinrent encore plus méfiants. Pourtant, sans preuve solide, les gendarmes ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils se contentèrent de marquer certains endroits pour une enquête plus approfondie. Aucune scène de crime n'avait été établie, car l'affaire était encore considérée comme une recherche de personnes disparues. Mais pour les villageois, la disparition d'Élise suffisait à semer la peur. Leur soirée n'était plus remplie de rire. Le café fermait plus tôt. Les enfants n'avaient plus le droit de sortir après le crépuscule. Julien ressentait une tristesse insupportable. Il se souvenait de l'habitude d'Élise de préparer le dîner avant le coucher du soleil. Il se souvenait du sourire de sa femme lorsqu'elle l'accueillait à son retour des champs. Tout cela n'était plus que des souvenirs. Chaque fois qu'il voyait la place vide à côté de lui dans le lit, son cœur se brisait. Il fermait les yeux, espérant que tout cela ne soit qu'un rêve. Mais quand il les rouvrait, la réalité le frappait de plein fouet. Un soir, Julien se retrouva de nouveau à l'église après la prière. Il baissa la tête longuement, ses lèvres tremblant en une prière silencieuse. Plusieurs habitants s'approchèrent pour lui offrir leur soutien. Le père Michel, le prêtre du village, lui tapota l'épaule et lui dit que la patience était la meilleure voie. Julien hocha la tête, mais ses larmes continuaient de couler. Il avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Les gendarmes firent un rapport préliminaire à Julien. Ils lui dirent que jusqu'à présent, il n'y avait aucun signe clair. Toutes les pistes s'arrêtaient aux abords de la maison de Gérard. Julien déglutit, la poitrine serrée. Il savait ce que cela signifiait. Élise était bien arrivée à cette maison, mais après, elle s'était volatilisée. Julien serra les poings. Il se jura que, quoi qu'il arrive, il retrouverait sa femme, vivante ou morte. À Bellegarde-sur-Vézère, la terre n'était pas seulement une étendue de champs ou de vergers. Elle était un symbole d'honneur familial, une marque de respect envers les aînés, et la source même de la vie. Chaque arpent de terre était considéré comme une bénédiction transmise par les ancêtres. Cependant, derrière cette bénédiction, la terre était aussi souvent une source de discorde. C'est ce qui s'était produit dans la famille de Julien et Gérard. Leurs parents possédaient une parcelle de Noiret fertile, non loin de la rivière. Du vivant de leur père, la terre était exploitée en commun. Gérard, qui vivait au village, s'en occupait principalement, tandis que Julien, qui était parti travailler à Bordeaux, n'aidait qu'occasionnellement lors de ses retours. Après le décès de leurs deux parents, la terre aurait dû être partagée en deux. Mais Gérard voyait les choses différemment. Il estimait que, puisqu'il était celui qui avait pris soin de leurs parents jusqu'à la fin, la terre lui revenait entièrement. Julien ne pouvait accepter ce point de vue. Pour lui, la terre était un héritage parental qui devait être partagé équitablement. Il ne demandait pas plus, seulement ce qui lui revenait de droit. Élise, en tant qu'épouse, avait toujours encouragé Julien à se battre pour sa part. Elle savait à quel point cette terre était importante pour l'avenir de Léo. Elle disait souvent que leur fils devait avoir une base solide dans la vie, pour ne pas se retrouver un jour sans rien. Ce désaccord avait déclenché de nombreuses disputes. Des éclats de voix provenant de la maison de Gérard s'entendaient parfois jusqu'au chemin du village. Les passants ne pouvaient que tourner la tête avec un air de pitié. Ils savaient que les conflits fonciers pouvaient être un feu qui couve. Certains avaient tenté de donner des conseils, mais Gérard était connu pour son entêtement. Une fois qu'il avait une idée en tête, il était difficile de lui faire entendre raison. Élise n'avait jamais eu peur. Elle s'était rendue à plusieurs reprises chez Gérard, munie des documents de succession qui, selon elle, devaient être validés de manière juste. Chaque fois qu'elle parlait d'un ton ferme, Gérard devenait rouge de colère, sa voix s'élevant. Cette querelle entre la belle-sœur et le beau-frère était devenue un secret de polichinelle. Même les enfants du village en parlaient innocemment, disant que chaque fois qu'Élise allait chez Gérard, il y avait du bruit. Julien, d'un côté, se sentait mal à l'aise. Il respectait son frère, mais il devait aussi défendre sa famille. Il savait qu'Élise ne se battait pas pour elle-même, mais pour Léo. Cependant, chaque dispute le déchirait. Il ne voulait pas que son ménage devienne le sujet des commérages du village. Malgré tout, il restait aux côtés de sa femme, car il savait que sans elle, il n'aurait pas osé élever la voix. À l'église, ce problème de terre était parfois un sujet de réflexion pour les anciens. Le père Michel disait souvent que l'héritage devrait unir les familles, non les diviser. Mais ses conseils n'atteignaient pas toujours les cœurs remplis de colère. Gérard se sentait le plus méritant, tandis que Julien sentait qu'il avait aussi des droits. Deux points de vue inflexibles qui s'affrontaient sans compromis. Depuis l'enfance, leur relation n'avait pas toujours été harmonieuse. Gérard, en tant que frère aîné,
avait souvent l'impression d'avoir le droit de tout décider. Julien, le plus jeune, avait l'habitude de suivre, mais pour la terre de leurs parents, il ne pouvait rester silencieux. Il se souvenait des paroles de son père, disant que la Noiret était à partager équitablement. Ce souvenir renforçait sa conviction. Élise soutenait son mari avec encore plus de ferveur. Elle lui avait même dit un jour que si le problème des terres n'était pas réglé rapidement, elle irait elle-même voir Gérard pour exiger sa part. Julien n'avait rien dit à l'époque. Les paroles de sa femme lui avaient semblé prémonitoires, mais il n'y avait pas prêté plus d'attention. Maintenant qu'Élise avait réellement disparu, ces mots résonnaient sans cesse dans ses oreilles. Les villageois commençaient à lier la disparition d'Élise au conflit foncier. Pour eux, tout semblait logique. Élise était une femme courageuse, qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Gérard était un homme têtu, facilement irritable. La rencontre de ces deux caractères pouvait mal se terminer. Pourtant, personne n'osait le dire ouvertement. Ils se contentaient de s'échanger des regards, de murmurer dans les coins du café ou au bord des champs. Julien se sentait de plus en plus acculé. Il savait que les soupçons des villageois n'étaient pas sans fondement, mais il savait aussi que sans preuve, tout n'était que supposition. Il passait ses nuits en longues prières. Il demandait que l'on retrouve Élise et que la vérité éclate. Il se moquait de l'amertume de la réalité à laquelle il devrait faire face. Ce qui comptait pour lui, c'était de trouver des réponses. Pendant ce temps, Gérard continuait de vivre comme si de rien n'était. Bien que son visage soit plus sombre, il allait toujours au champ, nourrissait toujours ses poules et ses canards, mais la porte de sa maison était rarement ouverte. Le grand python réticulé dans l'enclos derrière sa maison était également moins visible. Certains villageois remarquèrent que le corps de l'animal semblait plus gros que d'habitude, comme s'il venait de manger quelque chose. Ces chuchotements se répandirent lentement, ajoutant à l'anxiété générale. Le conflit foncier, qui était jusqu'alors une affaire de famille, était devenu une affaire de village. Tout le monde savait, mais personne n'osait parler fort. Tous attendaient. Attendaient de voir si Élise reviendrait, ou si la vérité émergerait de l'ombre de la maison de Gérard. Depuis sa jeunesse, Élise était connue comme une femme courageuse. Bien que de petite taille, sa voix était toujours ferme lorsqu'il s'agissait de vérité. Elle n'était pas du genre à chercher les problèmes, mais quand il s'agissait de justice, elle ne restait jamais silencieuse. Les habitants de Bellegarde-sur-Vézère la décrivaient souvent comme une femme au cœur plus dur que les pierres de la rivière. C'est cette attitude qui faisait que Julien se sentait si chanceux de la voir. Derrière la douceur d'une épouse, Élise cachait le courage d'une guerrière. Chaque fois qu'un voisin se disputait au sujet des limites d'un terrain ou du prix de la récolte, Élise intervenait souvent comme médiatrice. Elle n'hésitait pas à donner son avis, même si son interlocuteur était plus âgé ou plus respecté. Sa franchise lui valait le respect de beaucoup. Les femmes du village l'admiraient également. Elle disait souvent qu'Élise n'était pas seulement douée pour s'occuper de sa maison, mais qu'elle savait aussi comment se battre pour les droits de sa famille. C'est cette attitude qui la mettait souvent en conflit avec Gérard. Chaque fois qu'il parlait de l'héritage, Élise parlait fort. Elle disait que la terre n'était pas seulement une question de champs et de récoltes, mais aussi de l'avenir de Léo. Elle insistait sur le fait que les parents de Julien et Gérard auraient voulu que tous leurs enfants reçoivent une part équitable. Les paroles d'Élise étaient comme des couteaux qui blessaient l'orgueil de Gérard. Gérard était un homme têtu. Il n'aimait pas que quelqu'un, surtout une femme, le contredise. Pour lui, Élise avait dépassé les bornes. Plusieurs fois, il lui avait crié dessus, faisant s'envoler les poules et les canards de la cour. Mais Élise ne s'était jamais laissée intimider. Elle restait droite, le regard fixe, la voix assurée. La dispute se terminait souvent par Gérard chassant Élise de chez lui. Mais elle revenait toujours, avec le même courage. Les villageois entendaient souvent du bruit provenant de la maison de Gérard quand Élise s'y rendait. Certains passaient en faisant semblant de ne rien remarquer, d'autres s'arrêtaient un instant, secouant la tête. Ils savaient que cette querelle ne serait pas facile à résoudre. Certains murmuraient qu'Élise était trop audacieuse, comme si elle n'avait peur de personne. Mais au fond d'eux, beaucoup l'admiraient. Car dans ce petit village, il était rare de voir une femme tenir tête à un homme avec une telle fermeté. Julien se sentait souvent partagé. Il voulait protéger sa femme, mais il savait aussi qu'Élise n'aimait pas être freinée. Chaque fois qu'il essayait de la calmer, elle souriait et disait qu'elle faisait tout cela pour l'avenir de leur famille. Ces mots laissaient Julien sans voix. Il réalisait que le courage de sa femme était un signe d'amour. Élise ne voulait pas que Léo grandisse dans l'incertitude, sans la terre qui aurait dû être son héritage. Mais ce courage était aussi ce qui mettait Gérard de plus en plus en colère. Il sentait son honneur bafoué. Pour lui,
Élise n'était qu'une belle-sœur qui n'avait pas à se mêler des affaires de terre familiale. Sa colère accumulée grandissait. Chaque fois qu'Élise venait, les villageois pouvaient le sentir. Le regard de Gérard devenait plus perçant, son visage plus sombre, ses mots plus durs. Certains craignaient qu'un jour, la dispute ne se termine mal. Au milieu de cette tension, Élise continuait de vivre comme d'habitude. Elle s'occupait de la maison, préparait les repas pour Julien et Léo, et participait aux activités du village. Mais derrière son sourire se cachait un lourd fardeau. Plusieurs fois, elle s'était confiée à sa meilleure amie. Elle disait qu'elle était fatiguée de cette querelle sans fin. Mais chaque fois qu'elle voyait Léo, sa détermination revenait. Elle ne voulait pas abandonner par peur. Certains soirs, Élise s'asseyait sur le perron avec Julien. Ils parlaient doucement de l'avenir. Élise disait qu'elle voulait que Léo devienne un homme fort, un homme qui oserait défendre la vérité, comme elle. Julien hochait la tête, les yeux embués. Il sentait que sa femme était la lumière de sa vie. Mais il s'inquiétait aussi. Il savait que la colère de Gérard pouvait exploser à tout moment. L'attitude ferme d'Élise était finalement devenue le sujet de conversation du village. Certains la louaient, d'autres la trouvaient trop téméraire. Mais tous s'accordaient à dire que son courage était exceptionnel. Aucune autre femme du village n'osait défier Gérard aussi ouvertement. Et c'est peut-être ce courage qui a finalement conduit Élise sur un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un chemin sombre, un chemin qui a fait trembler tout le village. La 4e nuit, après la disparition d'Élise, Julien ne put plus se contenir. Les recherches menées par la gendarmerie n'avaient donné aucun résultat, tandis que les soupçons des villageois se concentraient de plus en plus sur la maison de Gérard. Julien sentait son cœur rongé par l'angoisse. Chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage souriant d'Élise lui apparaissait, mais ce sourire se transformait rapidement en une ombre obscure qui lui serrait la poitrine. Léo était endormi sur sa natte, serrant un petit oreiller laissé par sa mère. Julien le regarda longuement. Il savait que s'il restait là sans rien faire, la vérité ne serait jamais découverte. Cette nuit-là, il sortit de la maison à pas prudents. L'air était froid. Le vent nocturne apportait le chant des insectes depuis les champs. Une demi-lune éclairait le sentier menant à la maison de Gérard, à l'autre bout du village. Julien choisit de marcher en silence pour ne pas être remarqué. Son cœur battait la chamade, ses jambes semblaient lourdes, mais la détermination dans son cœur était plus forte que la peur. Il traversa la bananeraie sombre, les touffes de bambou qui se balançaient doucement, jusqu'à arriver près de la maison de son frère. De loin, il vit une faible lueur de lampe à huile sur le perron. La maison semblait déserte. Julien ne frappa pas à la porte. Il choisit de contourner par un petit chemin, menant à l'arrière de la maison. C'est là que se trouvait le poulailler, le clapier, et un grand enclos où Gérard élevait son python. Ce serpent était depuis longtemps le sujet des histoires des villageois. Son corps était long, épais et effrayant. Les enfants l'épiaient souvent de loin, juste pour le voir. Julien lui-même n'avait jamais osé s'approcher, mais cette nuit-là, sa peur était éclipsée par sa curiosité. Alors qu'il s'approchait de l'enclos, ses pas s'arrêtèrent. Sur le sol boueux près de la clôture en bambou, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Une paire de sandales en plastique marron gisait là, sale, couverte de boue. Julien se pencha, ses mains tremblant en saisissant l'objet. Il reconnut immédiatement ses sandales. C'étaient celles d'Élise, avec une petite fissure sur l'une des lanières. Celle que sa femme portait toujours pour aller au marché. Le corps de Julien se mit à trembler, sa poitrine se serra, sa respiration devint haletante. Il serra les sandales si fort, comme s'il craignait qu'elles ne disparaissent. Ses larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Le monde semblait s'effondrer autour de lui. Il était certain que ces sandales n'étaient pas là par hasard. Élise avait dû se trouver à cet endroit. Julien resta figé, son regard se tournant vers l'enclos du serpent. Sous la faible lumière de la lune, il vit le corps du python enroulé, énorme. Son ventre était extraordinairement gonflé, bien plus que d'habitude. Cette vision fit reculer Julien de quelques pas. Ses genoux flageolèrent, il faillit tomber. Il sentit que quelque chose de terrible était caché derrière le corps de cet animal. D'un pas précipité, Julien quitta l'arrière de la maison de Gérard. Il n'osa pas frapper à la porte ni affronter son frère cette nuit-là. Les sandales marron toujours serrées dans sa main devenaient une preuve accablante. La nuit même, il se dirigea vers la gendarmerie du canton. Les lampadaires étaient faibles. Le vent nocturne était glacial. Mais Julien n'y prêta pas attention. Il marchait vite, transpirant malgré le froid. Arrivé à la gendarmerie, Julien montra immédiatement les sandales.
Sa voix tremblait en disant qu'il les avait trouvés près de l'enclos du serpent de son frère. Les gendarmes présents se regardèrent, leurs visages soudain graves. Personne n'osa prendre cette preuve à la légère. La nuit même, la police décida de retourner à la maison de Gérard pour une inspection. La nouvelle se répandit rapidement parmi les villageois. Certains suivirent de loin, curieux de ce qui allait se passer. L'atmosphère nocturne de Bellegarde-sur-Vézère devint oppressante. Les lampes à huile sur les perrons des maisons étaient toujours allumées, mais il n'y avait plus de rire ni de conversation. Tous les regards étaient tournés vers la maison de Gérard. Il savait que cette nuit pourrait être le tournant du mystère qui hantait le village depuis plusieurs jours. Julien marchait avec les gendarmes vers la maison de son frère. Les sandales marron toujours à la main. Ses mains ne cessaient de trembler. Son cœur battait à tout rompre, entre espoir et terreur. Il savait que la réponse concernant Élise allait peut-être être révélée. Mais il savait aussi que cette réponse pourrait être le coup le plus douloureux de sa vie. Cette nuit-là, le bruit des pas des gendarmes résonnait sur le chemin de terre de Bellegarde-sur-Vézère. Plusieurs villageois marchaient lentement derrière eux, portant des lampes à huile et des torchets. L'air semblait lourd, comme si la nature entière retenait son souffle. Julien marchait parmi les agents, le visage blême. Les sandales marron d'Élise étaient toujours serrées dans sa main. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Gérard, l'atmosphère du village devint vraiment oppressante. La maison en bois à l'extrémité du village se dressait dans l'obscurité. Seule une faible lampe à huile était suspendue sur le perron. Le chien, qui aboyait habituellement fort, était maintenant recroquevillé dans un coin de la cour, la queue entre les jambes, comme s'il savait que quelque chose de terrible se passait. La police frappa à la porte. Quelques instants plus tard, Gérard apparut, l'air pressé. Son visage était crispé, ses yeux plissés de suspicion. Il vit la foule dans sa cour et demanda d'une voix forte : « Pourquoi la police vient-elle si tard ?» Un des agents répondit calmement, disant qu'une preuve appartenant à Élise avait été trouvée près de l'enclos arrière. Il devait inspecter. En entendant cela, Gérard sembla se tendre. Il tenta un petit rire, mais celui-ci sonna faux. Il dit que ces sandales pouvaient appartenir à n'importe qui, que beaucoup de gens en portaient des similaires, mais sa voix vacillait. Ses yeux n'osaient pas regarder droit devant. La police insista sur le fait qu'il devait quand même vérifier. Au début, Gérard refusa. Il prétexta que la nuit était sombre, que l'arrière-cour était dangereuse et que le serpent pouvait attaquer à tout moment. Cependant, la pression des villageois qui commençait à affluer le força à céder. Son visage pâlit, ses pas étaient lourds lorsqu'il fut contraint de laisser la police entrer dans sa cour arrière. Julien suivit, la poitrine serrée, son cœur battant aussi fort que les cloches de l'église. La lumière des torchers balaya l'arrière-cour. Les ombres des bananiers et des bambous semblaient menaçantes. Et au fond de la cour se trouvait un grand enclos fait de bois épais et de grillages. À l'intérieur, le python réticulé était enroulé, immobile. Son corps était aussi épais qu'un tronc de cocotier. Sa peau brillait sous la lumière des torchers. Mais ce qui était le plus choquant, c'était son ventre. Le ventre du serpent était extraordinairement gonflé, bien plus que sa taille habituelle. Comme si l'animal venait d'avaler quelque chose de gros, quelque chose de plus qu'un simple poulet ou un canard. Tous ceux qui virent cela se turent. Le bruit des insectes nocturnes, habituellement si présents, disparut soudainement, remplacé par des murmures de peur. Julien se couvrit la bouche de sa main. Ses yeux s'écarquillèrent, ses larmes coulèrent sans qu'il s'en rende compte. Dans son cœur, il connaissait déjà la réponse. Même s'il ne voulait pas y croire, ses jambes flageolèrent. Il faillit tomber. Plusieurs villageois derrière lui se couvrirent la bouche avec un tissu, certains reculèrent en s'échangeant des regards pâles. Gérard se hâta de parler. Il dit que le serpent venait de manger un sanglier trouvé mort dans le jardin. Selon lui, c'était la raison de son ventre gonflé. Cependant, la voix de Gérard semblait de plus en plus étrange. Son ton était hésitant, ses yeux fuyants. Cette nuit-là, les pas des bottes des gendarmes résonnèrent sur le chemin de terre du village. Leurs lampes torchées balayaient l'obscurité, perçant le léger brouillard qui descendait des collines. Julien marchait derrière, serrant les sandales marron d'Élise qu'il venait de trouver. Son visage était pâle, ses yeux rouges de manque de sommeil. Chaque pas semblait lourd, comme si le monde entier pesait sur ses épaules. La maison de Gérard paraissait sombre de loin. Seule une petite lampe à huile sur le perron vacillait au gré du vent. Quelques villageois s'étaient déjà rassemblés, debout en silence. Ils se chuchotaient des choses, se regardant avec des visages interrogateurs. L'atmosphère habituellement chaleureuse du village était devenue tendue.
Même le chant des grillons au bord des champs semblait s'être tu. Quand les gendarmes frappèrent à la porte de Gérard, les coups résonnèrent fort dans le silence de la nuit. Peu de temps après, la porte s'ouvrit. Gérard apparut, le visage crispé. Ses yeux se plissèrent, son ton fut hautain lorsqu'il demanda pourquoi la police venait si tard. L'agent répondit calmement qu'un objet appartenant à Élise avait été signalé derrière sa maison. Les villageois qui se tenaient autour hochèrent doucement la tête, comme pour confirmer. Gérard tenta de rire, disant que les sandales pouvaient appartenir à n'importe qui. Mais sa voix sonnait étrangement, forcée. La police ne répondit pas. Ils demandèrent la permission d'inspecter l'arrière de la maison. Gérard refusa un temps, prétextant que la nuit était sombre et dangereuse. Mais la pression des villageois, qui commençaient à s'attrouper, ne lui laissa pas le choix. D'un pas lourd, il finit par les autoriser. Le groupe se dirigea vers l'enclos arrière. Les lampes torchées éclairaient le chemin de terre boueux, passant entre les touffes de bananiers et la clôture en bambou. Arrivé à l'enclos du python, tout le monde se tut. L'animal gisait, enroulé sur le sol de la cage. Son corps était aussi épais qu'un tronc de cocotier. Mais ce qui attira le plus l'attention, c'était son ventre. Gonflé, énorme, anormal. Comme s'il venait d'avaler quelque chose de bien plus gros qu'un poulet ou un canard. Les gendarmes pointèrent leur lumière vers le ventre du serpent. Plusieurs villageois se couvrirent la bouche. Certains reculèrent de quelques pas. L'atmosphère devint encore plus sinistre. Julien se tenait là, le corps tremblant. Ses yeux étaient rivés sur l'animal. Ses larmes coulaient sans qu'il s'en aperçoive. Dans son cœur, il sentait qu'il connaissait déjà la réponse qu'il redoutait le plus. Gérard se hâta de dire que le serpent venait de manger un sanglier trouvé mort dans le jardin. Selon lui, c'était pour cela que son ventre était si gros. Mais ses paroles semblaient précipitées et son visage était blême. Les gendarmes s'échangèrent un regard, manifestement peu convaincus. Un des villageois murmura doucement que depuis la disparition d'Élise, le serpent bougeait rarement. Son corps gisait simplement là, moins actif que d'habitude. Ce murmure se propagea rapidement, rendant les gens encore plus inquiets. Plusieurs femmes qui assistaient à la scène se couvrirent le visage de leur foulard. Certaines pleuraient doucement, d'autres murmuraient des prières. Cette nuit-là, l'atmosphère était vraiment comme couverte d'une ombre noire. Personne n'osait parler fort. Tous attendaient la décision de la police. Les agents décidèrent de ne pas agir dans la précipitation. Ils dirent que l'examen devait être fait avec prudence. Un serpent de cette taille ne pouvait être manipulé sans équipement spécial. Ils décidèrent de reporter jusqu'au matin, lorsque l'équipe de la police technique et scientifique de la ville pourrait arriver. En attendant, la zone autour de la maison de Gérard fut immédiatement bouclée avec du ruban de signalisation. Il lui fut interdit de quitter sa maison jusqu'à la fin de l'enquête. Gérard protesta vivement, sa voix s'élevant. Il accusa tout le monde de le juger sans fondement, mais personne ne l'écouta. Les villageois le regardaient simplement avec des yeux perçants, un mélange de colère et de peur. Julien se tenait non loin de lui, serrant les sandales marron qui semblaient maintenant si lourdes dans sa main. Il voulait crier, il voulait laisser éclater sa colère, mais sa voix était coincée dans sa gorge. Cette nuit-là, Julien rentra chez lui d'un pas chancelant. Dans sa tête, une seule image, le ventre gonflé du serpent. Chaque fois qu'il fermait les yeux, cette image revenait le hanter. Il imaginait le pire et son cœur se brisait. Mais au milieu de son désespoir, une lueur de détermination. Il se promit que, quoi qu'il arrive, la vérité devait éclater. Chez lui, Léo dormait profondément. Julien s'assit à côté de son fils, lui caressant les cheveux d'une main tremblante. Il regarda ce visage innocent pendant un long moment. Ses larmes tombèrent sur ses joues. Il pria en silence, demandant à Dieu de leur donner la force d'affronter la dure réalité qui pourrait survenir. La nuit à Bellegarde-sur-Vézère semblait interminable. Pas de rire, pas de musique, pas d'enfants qui courent. Tout le monde fermait sa porte plus tôt que d'habitude. Dans chaque maison, on n'entendait que des murmures de prière. Tous attendaient le lever du jour, attendaient une réponse qui pourrait changer leur vie pour toujours. Ce matin-là, l'air à Bellegarde-sur-Vézère était lourd. Le soleil s'était levé comme d'habitude, illuminant les champs et les arbres, mais le cœur des habitants semblait couvert d'un brouillard d'inquiétude. Dès l'aube, les gens s'étaient rassemblés sur la route menant à la maison de Gérard. Ils se tenaient en groupe, chuchotant doucement, en attendant l'arrivée de l'équipe de la ville. Peu de temps après, le bruit de véhicules se fit entendre depuis la route du canton. 3 voitures s'arrêtèrent devant la maison de Gérard.
En sortirent plusieurs agents en uniforme complet, transportant de gros équipements, des boîtes en métal, des perches en fer, ainsi que des gants épais. 2 experts de la police scientifique avaient été spécialement dépêchés de Périgueux pour mener l'examen. L'atmosphère, jusqu'alors bruissante de murmures, devint soudainement silencieuse. Julien se tenait au premier rang. Son visage était pâle, ses yeux rouges de n'avoir pas dormi de la nuit. Dans sa main, il tenait toujours les sandales marron d'Élise. Il les serrait fort, comme si c'était le seul lien qui le rattachait à sa femme. Gérard semblait agité. Il faisait les 100 pas dans sa cour. Son regard n'osait jamais se poser longtemps sur l'enclos du serpent. De temps en temps, il se frottait le visage, crachait par terre. Son visage était sombre, plus du tout aussi féroce que d'habitude. Les villageois qui observaient ne pouvaient que s'échanger des regards. Certains murmuraient, se demandant si un frère pouvait commettre un acte aussi cruel envers sa propre famille. Lorsque l'équipe scientifique se dirigea vers l'enclos arrière, la tension monta d'un cran. La police installa un périmètre de sécurité pour que les habitants ne s'approchent pas trop. Mais les gens se pressaient quand même derrière la clôture, retenant leur souffle. Leurs yeux étaient rivés sur l'animal qui, depuis la veille, était au centre de toutes les conversations. Le python réticulé gisait toujours enroulé. Son corps était énorme, épais, mais cette fois, il semblait faible. Son ventre était étrangement gonflé, trop gros pour un repas ordinaire. Sa forme semblait cacher quelque chose d'anormal. Julien baissa la tête, ses 2 mains couvrant son visage. Il ne supportait pas de regarder longtemps, mais ses oreilles entendaient chaque ordre donné par les agents. Son cœur battait la chamade, sa poitrine était comme écrasée par une grosse pierre. Il priait à voix basse pour que Dieu lui donne la force, quoi qu'il soit sur le point de découvrir. 2 agents ouvrirent lentement la porte de l'enclos, tandis que les autres se tenaient prêts avec des perches en fer. Un serpent de cette taille était en effet dangereux, mais ce matin-là, il ne bougeait presque pas. Il ne fit que sortir sa longue langue 1 ou 2 fois. Son ventre restait proéminent, donnant la chair de poule à tout le monde. Plusieurs femmes se couvrirent le visage de leur foulard. Certaines versaient des larmes. D'autres murmuraient des prières. Les hommes se frottaient le visage à plusieurs reprises. Tous savaient que quelque chose de terrible allait être révélé sous leurs yeux. À côté de Julien, Luc lui tapota doucement l'épaule. Il murmura d'une voix basse, « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est le chemin vers la vérité. » Julien hocha simplement la tête, les yeux humides. Ses mains tremblaient violemment. Lorsque l'un des experts fit un signe de la tête pour indiquer qu'il était prêt, l'atmosphère sembla se figer. Le vent cessa de souffler, les feuilles des bananiers ne bougèrent plus, même le chant des oiseaux au loin sembla disparaître. Tout le monde retint son souffle, fixant le ventre gonflé du serpent. Ce matin-là, Bellegarde-sur-Vézère semblait vraiment attendre qu'un grand secret soit révélé. Lorsque l'expert donna le signal, 2 agents commencèrent à s'approcher du python qui gisait toujours sur le sol de l'enclos. L'atmosphère à Bellegarde-sur-Vézère était absolument silencieuse. Tout le monde retenait son souffle. On n'entendait que le bruit métallique des instruments sortis de leur boîte. Julien se tenait là, le corps tremblant, ses mains serrant toujours les sandales marron qui lui semblaient de plus en plus lourdes. Le premier agent maîtrisa la tête du serpent avec une perche en fer, tandis que l'autre se préparait à ouvrir le gros ventre gonflé. Le serpent ne bougea que lentement, sa langue sortit un instant puis il redevint immobile. Comme si son corps était trop faible pour supporter son fardeau. La lumière du soleil matinal qui filtrait à travers les bambous rendait la scène encore plus sinistre. Dès que le ventre commença à être incisé, une odeur nauséabonde se répandit. Plusieurs villageois reculèrent en se couvrant le nez avec un tissu. Certains poussèrent un cri étouffé, d'autres pleurèrent doucement. Julien se couvrit le visage de ses 2 mains, mais ses oreilles entendaient toujours le bruit du tissu déchiré et des instruments de l'expert au travail. Quelques secondes plus tard, quelque chose qui fit taire tout le monde apparut de l'intérieur du ventre du serpent. Un morceau de tissu bleu clair, humide et sale, fut lentement retiré. Sa couleur était exactement celle de la dernière tenue portée par Élise le jour de sa disparition. L'atmosphère devint instantanément silencieuse. On n'entendait que les sanglots de Julien qui tomba à genoux sur le sol. Ses larmes coulaient abondamment. Il savait que ce tissu n'était pas une coïncidence. C'était celui de sa femme. Le témoin muet qu'Élise avait bien été là. Son corps tremblait violemment. Sa poitrine était comme broyée. Il voulait crier, mais sa voix était coincée dans sa gorge. Les agents continuèrent l'examen. Un par un, d'autres objets sortirent du ventre du serpent. Il y avait une mèche de longs cheveux collés et humides.
Il y avait des fragments de petits os encore recouverts d'une fine couche de chair. Même un bouton de vêtement. Tout fut soigneusement déposé sur un plateau en métal préparé à cet effet. Chaque objet retiré augmentait la douleur des villageois. Certains fermèrent les yeux, d'autres ne purent que secouer la tête, incrédules. Gérard se tenait figé près de la clôture en bambou. Son visage était blême, ses yeux cherchaient désespérément une excuse, mais ses lèvres tremblaient sans un mot. Une sueur froide perlait sur son front, sa respiration était haletante. Tous ceux qui assistaient à la scène le fixaient d'un regard perçant. Il n'y avait plus de chuchotement. Tout le monde savait maintenant que leurs soupçons n'étaient pas de simples suppositions. La police nota chaque preuve avec soin. L'expert continuait son travail, s'assurant que tout le contenu de l'estomac du serpent était examiné. Plusieurs villageois pleuraient ouvertement. Certains s'assirent par terre, la tête baissée. D'autres récitaient des prières à voix basse. Bellegarde-sur-Vézère, habituellement animée par le chant des coqs et les jeux des enfants, s'était transformée en un océan de deuil et de peur. Julien était toujours à genoux, ses mains tremblantes agrippées à la terre. Les sandales marrons dans sa main étaient maintenant mélangées à la boue et aux larmes. Il leva les yeux au ciel. Ses lèvres tremblaient en appelant le nom de sa femme. Dans son cœur, il savait qu'Élise ne reviendrait jamais. Mais il savait aussi que la vérité commençait enfin à éclater. Gérard tenta de parler, disant que tout cela n'était qu'une coïncidence. Il prétendit que le serpent avait peut-être avalé quelque chose dont il n'était pas conscient, mais sa voix était si faible qu'elle était à peine audible. Plus aucun villageois ne le crut. Les preuves étaient trop claires, trop solides pour être niées. Une vieille femme tomba assise en pleurant. Elle se souvint de la façon dont Élise aidait souvent à la cuisine de l'église et apprenait aux enfants à lire. Un homme se couvrit le visage de ses deux mains, incapable de regarder plus longtemps. Les enfants qui jetaient un coup d'œil de loin furent rapidement éloignés par leurs parents pour ne pas voir la scène horrible. Lorsque toutes les preuves furent retirées, l'atmosphère devint complètement silencieuse. On n'entendait que le bruit du vent qui soufflait doucement à travers les arbres. Le visage de Julien était trempé de larmes. Son corps était faible, mais dans son cœur, une nouvelle détermination. Il jura que justice pour Élise serait faite, quel que soit le prix à payer. Ce jour-là, Bellegarde-sur-Vézère sembla s'arrêter. Pas de bruit, pas de rire. Tout le monde était occupé à digérer la dure réalité qu'il venait de voir. Une femme nommée Élise, connue pour sa gentillesse et son courage, avait été retrouvée dans des conditions atroces, sortie du ventre d'un python. Et toutes les pistes menaient à un seul nom, Gérard, le propre frère de Julien. Le lendemain, une atmosphère de deuil planait toujours sur Bellegarde-sur-Vézère. Les habitants se rassemblaient au café, à l'église et sur les perrons de leur maison. Mais les rires habituels avaient disparu. Toutes les conversations tournaient autour d'un seul nom, Élise. La nouvelle de la découverte du tissu bleu et des restes humains dans le ventre du serpent s'était répandue comme le vent. Le village, autrefois si paisible, était désormais envahi par la peur et l'incrédulité. Julien passa la nuit à l'église. Il resta longtemps assis, les yeux rouges, serrant contre lui les sandales marrons qu'il ne quittait plus depuis leur découverte. Ses larmes coulaient sans cesse. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage souriant d'Élise, entendait sa voix douce endormir Léo, sentait ses mains délicates lui préparer le dîner. Tous ces souvenirs n'étaient plus que des ombres douloureuses. Ce matin-là, l'équipe de la police scientifique de la ville livra ses premières conclusions. Ils informèrent la gendarmerie et quelques villageois, présents que les fragments d'os et les cheveux trouvés dans le ventre du serpent provenaient bien d'un corps humain. Mais la révélation la plus choquante était la forte présomption que la victime était déjà morte avant d'être ingérée par l'animal. Les experts expliquèrent que l'examen des os révélait des signes de violence physique. Il y avait des traces de coupures par un objet tranchant et des fractures qui ne pouvaient pas être le résultat du processus de digestion. Tout cela menait à une conclusion amère. Élise avait été assassinée avant que son corps ne soit donné au serpent. Cette nouvelle alourdit encore l'atmosphère. Julien s'effondra, le visage entre les mains. Ses sanglots éclatèrent. Sa voix rauque appelait sa femme. Quelques agents tentèrent de le calmer, mais ses larmes ne s'arrêtaient pas. Il savait que la vérité qu'il redoutait était maintenant encore plus claire. Élise n'avait pas seulement disparu. Élise n'avait pas seulement été victime d'un serpent. Élise avait été victime de la cruauté humaine. Gérard, qui était sous surveillance policière depuis la veille, se retrouva encore plus acculé. Son visage était blême, ses yeux vides, son corps tremblait. Il persistait à dire qu'il n'y était pour rien, que tout n'était qu'un malentendu. Mais chaque fois qu'une preuve était mentionnée, sa voix s'affaiblissait, comme s'il ne croyait plus lui-même à ses propres mensonges.
Les villageois le regardaient avec des yeux perçants. Autrefois, Gérard était connu comme un aîné travailleur. Mais cette image s'était envolée, remplacée par la suspicion qu'il ait pu commettre un acte aussi odieux envers sa propre belle-sœur. Plusieurs anciens secouèrent la tête, incapables d'imaginer à quel point la colère et la cupidité pouvaient obscurcir le cœur d'un homme. Chez lui, Julien devait faire face aux questions innocentes de Léo. Le petit garçon demandait sans cesse pourquoi sa mère ne rentrait pas. Julien ne pouvait que le serrer fort dans ses bras, retenant ses larmes, et lui répondre que sa mère était maintenant auprès de Dieu. Chaque fois que ces mots sortaient de sa bouche, son cœur se déchirait. Mais il savait qu'il ne pouvait pas mentir à son fils trop longtemps. Pendant ce temps, la police commença à reconstituer la chronologie des faits à partir des témoignages des habitants. Le témoignage de Madeleine, la vieille voisine dont la maison n'était pas loin de celle de Gérard, renforça les soupçons. Elle raconta que le matin de la disparition d'Élise, elle l'avait vue entrer dans la cour de Gérard. Elle l'avait même saluée et Élise lui avait souri en retour. Mais après cela, elle ne l'avait plus jamais revue. Cette déclaration alourdit encore le fardeau de Gérard. La police rassembla les preuves une par une. Les sandales marrons trouvés par Julien, le morceau de tissu bleu, les cheveux longs, les fragments d'os, ainsi que les témoignages des villageois, tout convergeait vers un seul point. Il ne s'agissait pas d'une simple disparition, ni d'un accident, mais d'un crime prémédité. Julien se sentait de plus en plus anéanti. Mais au milieu de ses larmes, une détermination plus forte émergea. Il se jura de réclamer justice pour sa femme. Peu importait la longueur du chemin à parcourir. Peu importait le poids du fardeau à porter. L'important était qu'Élise ne soit pas oubliée. Ce jour-là, Bellegarde-sur-Vézère semblait avoir perdu sa lumière. Pas d'enfants courant dans les chemins de terre. Pas de femmes riant au bord de la rivière. Tout le monde fermait sa porte plus tôt. Tous les cœurs étaient remplis de peur et de pitié. De l'église, on entendait des prières pour que l'âme d'Élise trouve le repos auprès de Dieu et que la vérité soit entièrement révélée. Au milieu de ces prières, Julien était assis, les yeux gonflés, regardant fixement le chemin désert du village. Il sentait que le monde qu'il connaissait avait changé. Sa vie simple était maintenant remplie de deuil, et tout avait commencé à cause d'un lopin de terre hérité qui aurait dû être une bénédiction. Cette nuit-là, Bellegarde-sur-Vézère sombra dans un silence total. Les lampes à huile sur les perrons étaient toujours allumées, mais il n'y avait aucune conversation. Les gens préféraient fermer leurs portes plus tôt, comme si l'air nocturne transportait la peur. La nouvelle de la mort confirmée d'Élise et des preuves accablant Gérard faisait trembler le cœur des villageois. Chez lui, Julien était assis par terre, son fils Léo endormi sur ses genoux. Ses yeux étaient enflés, son corps fatigué, mais son esprit ne cessait de tourner. Il se souvenait des moments simples passés avec Élise, comment il travaillait dans les champs, préparait les repas dans la cuisine, ou discutait sur le perron en regardant les étoiles. Tout cela n'était plus que des souvenirs qui lui serraient la poitrine. Pendant ce temps, la police, qui avait bouclé la maison de Gérard depuis l'après-midi, l'emmena finalement au poste de gendarmerie du département. Les mains de Gérard étaient menottées, sa démarche était chancelante, son visage blême. Les villageois qui assistaient à la scène restèrent silencieux. Pas de cris, pas d'insultes, seulement des regards remplis de déception. Ils n'arrivaient pas à croire qu'un frère puisse trahir son propre sang. Une vieille femme qui se tenait au bord de la route laissa échapper une larme. Elle murmura que le monde avait changé. Autrefois, les disputes familiales se terminaient par des mots durs. Aujourd'hui, une vie pouvait être perdue pour un lopin de terre. Ces mots firent hocher la tête à plusieurs villageois, réalisant que l'avidité pouvait en effet aveugler le cœur. Au poste de police, Gérard fut interrogé toute la nuit. Au début, il tenta encore de nier, affirmant qu'il n'avait rien à voir avec l'affaire d'Élise. Mais chaque fois que les enquêteurs lui présentaient une preuve, sa voix s'affaiblissait. Le morceau de tissu bleu, les sandales marrons, les taches de sang dans sa cuisine, tout fut exposé un par un. Gérard ne pouvait que baisser la tête, sa respiration s'accélérant, ses yeux s'humidifiant, mais sa bouche refusait toujours d'avouer. Julien fut appelé pour un témoignage complémentaire. D'une voix tremblante, il raconta comment Élise lui avait fait ses adieux ce matin-là, comment il l'avait cherchée dans tout le village, comment il avait finalement trouvé les sandales de sa femme près de l'enclos du serpent. Chaque mot qui sortait de sa bouche rendait l'atmosphère de la salle d'interrogatoire plus silencieuse. Plusieurs agents se turent, retenant leur pitié en voyant la tristesse d'un mari qui avait perdu sa moitié de manière si tragique. L'arrestation de Gérard rendit le village encore plus tendu. Au café, les hommes discutaient des peines possibles. Certains disaient que Gérard pourrait être emprisonné à vie. D'autres chuchotaient que la peine de mort l'attendait peut-être. Dans les cuisines,
Les femmes se souvenaient de la façon dont Élise aidait toujours ses voisins. Sa perte n'était pas seulement celle de sa famille, mais celle de tout le village. Léo, le petit garçon innocent, ne comprenait toujours pas tout. Il savait seulement que sa mère n'était pas rentrée. Chaque soir, il demandait à Julien quand elle reviendrait. Julien ne pouvait que caresser la tête de son fils, retenant ses larmes, et lui dire que sa mère était maintenant dans un endroit plus beau. Mais au fond de son cœur, il avait lui-même du mal à accepter la réalité. De son côté, Madeleine, la principale témoin, sentait son cœur de plus en plus lourd. Elle se remémorait sans cesse le moment où elle avait vu Élise entrer dans la cour de Gérard. Elle se sentait coupable de ne pas avoir osé l'interpeller, de ne pas avoir attendu qu'elle sorte. Mais les voisins la réconfortaient, lui disant que son témoignage était au contraire très précieux pour la manifestation de la vérité. Les jours suivants, le village resta morose. Les enfants n'avaient plus le droit de jouer trop loin. Les pères se rassemblaient plus souvent à l'église pour prier, et les mères rappelaient à leurs enfants de ne pas parler à tort et à travers. Tous savaient que cette affaire n'était pas seulement une tragédie familiale, mais aussi une grande honte pour leur petit village. Julien lui-même commença à se ressaisir. Bien que brisé, il savait qu'il devait rester debout pour Léo. Il travaillait dans les champs comme d'habitude. Même si ses pas étaient lourds, il regardait les jeunes pousses vertes et se souvenait des paroles d'Élise, que la terre était un véritable trésor à préserver. Cette simple phrase était maintenant devenue sa force pour continuer à vivre, malgré l'absence de sa femme bien-aimée. Pendant ce temps, dans sa petite cellule de détention, Gérard était assis seul, les yeux fixés sur le sol. De temps en temps, ses lèvres bougeaient, comme s'il se parlait à lui-même. Le gardien disait qu'il murmurait souvent le nom d'Élise d'une voix rauque. Était-ce une prière, un regret? Personne ne le savait. Mais sur son visage sombre, tout le monde pouvait voir qu'un lourd fardeau l'écrasait. Bellegarde-sur-Vézère devint une histoire pour les villages environnants. Les gens venaient des villages voisins juste pour entendre directement l'histoire du Piton, d'Élise, de Gérard. Mais les habitants de Bellegarde-sur-Vézère n'étaient pas fiers de cette attention. Ils avaient plutôt honte, sentant que leur village était maintenant connu pour une tragédie si déchirante. Cette nuit-là, Julien s'assit de nouveau à l'église. Il regarda la place vide à côté de lui sur le banc, comme s'il voyait encore Élise assise là, souriant doucement comme d'habitude. Ses larmes coulèrent de nouveau. Il pria longuement pour que Dieu accorde la meilleure place à sa femme et lui donne la force d'élever Léo. Bien que son cœur soit brisé, il savait qu'il ne devait pas abandonner. Les jours passèrent, mais l'ombre de la tragédie restait suspendue sur Bellegarde-sur-Vézère. Du matin au soir, l'atmosphère du village était lourde. Les champs restaient verts, les coqs chantaient toujours, la rivière continuait de couler. Mais le cœur des habitants était toujours oppressé par la peur et le deuil. Chaque fois que le nom d'Élise était prononcé, les gens se taisaient soudainement, comme si la blessure n'était pas encore cicatrisée. À l'église, les prières communes se firent plus fréquentes. Les pères priaient à voix haute, les mères versaient des larmes, et les enfants demandaient innocemment pourquoi les adultes étaient toujours tristes. Tous réalisaient que la perte d'Élise n'était pas seulement celle de Julien et Léo, mais aussi celle de tout le village qui avait connu sa bonté. Quelques jours après l'arrestation de Gérard, les résultats officiels de l'expertise médico-légale de la ville arrivèrent enfin. La police invita les représentants du village, la famille de Julien et les notables locaux à entendre la lecture du rapport. Le bureau de la gendarmerie était bondé. Julien était assis au premier rang. Son visage était fatigué, ses yeux gonflés, ses mains serraient fort les sandales marron d'Élise, devenues son dernier souvenir. Le silence se fit lorsqu'un officier ouvrit un épais dossier contenant le rapport. D'une voix grave, il expliqua que le morceau de tissu bleu, les cheveux longs et les fragments d'os trouvés dans le ventre du serpent avaient été analysés en laboratoire. Les résultats des tests ADN confirmaient leur correspondance avec l'identité d'Élise. Il n'y avait plus de doute, la victime était bien elle. Mais ce n'est pas tout ce qui serra la poitrine de tout le monde. L'examen révéla qu'Élise n'était pas morte étouffée par le serpent. Elle était déjà sans vie avant que son corps ne soit introduit dans l'enclos. Des traces de coupure par un objet tranchant étaient clairement visibles sur ses côtes et son bras. Il y avait aussi des signes d'un violent coup à la tête ayant provoqué une hémorragie. Tout cela menait à la forte présomption qu'Élise avait été victime de violences intentionnelles. La pièce devint soudainement silencieuse. Julien sanglota, son corps tremblant, sa tête baissée. Il ne supportait pas d'en entendre plus. Ses larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir. Son visage devint rouge, sa respiration haletante. Un agent assis à côté de lui tapota doucement l'épaule, essayant de le calmer, mais la douleur dans le cœur de Julien était trop profonde pour être apaisée par des mots.
Les villageois présents ne purent non plus cacher leur choc. Certains se couvrirent la bouche. D'autres se frottèrent le visage à plusieurs reprises. Et certains murmurèrent que cet événement était une grande honte qu'ils n'auraient jamais imaginé se produire dans leur petit village. Pendant ce temps, Gérard, qui était en détention, se retrouva de plus en plus acculé. La nouvelle des résultats de l'expertise médico-légale ne lui permettait plus de se cacher derrière des excuses. Il tenta encore de nier, disant qu'il n'avait jamais eu l'intention d'aller aussi loin. Cependant, son visage ne pouvait cacher son anxiété. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux étaient vides, son corps tremblait. Dans le village, la nouvelle des résultats de l'expertise se répandit rapidement. Les gens se rassemblèrent au café pour parler de la cruauté avec laquelle Élise avait été tuée. Certains secouaient la tête, incrédules. D'autres versaient des larmes. Et certains disaient à voix basse que l'avidité pouvait transformer un frère en ennemi mortel. Madeleine, la vieille témoin qui avait été la première à voir Élise entrer dans la cour de Gérard, sentit son cœur de plus en plus lourd. Elle pleurait souvent doucement la nuit, regrettant de ne pas avoir osé suivre Élise plus loin ce jour-là. Son petit-fils essayait de la calmer, lui disant que sa grand-mère avait déjà fait assez en témoignant. Mais ce sentiment de culpabilité continuait de hanter la vieille femme. Julien lui-même faisait maintenant face à la dure réalité avec un corps fatigué et un cœur brisé. Chaque soir, il s'asseyait sur le perron, regardant la photo d'Élise dans un simple cadre en bois. Il lui parlait doucement, comme si elle était encore là. Il disait qu'il continuerait à se battre pour la justice, qu'il élèverait Léo avec tout l'amour qu'ils avaient prévu ensemble. Mais ses larmes coulaient à chaque phrase qu'il prononçait. Le souvenir d'Élise ne quittait jamais son esprit. Son sourire, sa voix, même sa simple façon de mettre le riz dans l'assiette de son mari, tout lui semblait maintenant si précieux. Rien de tout cela ne reviendrait. Mais Julien était convaincu qu'Élise voulait qu'il reste fort pour Léo. Les villageois commencèrent à tirer des leçons de cette tragédie. Plusieurs familles qui étaient auparavant en conflit au sujet de terre choisirent de faire la paix, avant que la petite flamme ne devienne un incendie. Ils réalisèrent que la terre pouvait être laissée, que la richesse pouvait être retrouvée, mais que la vie humaine ne pouvait être remplacée. La tragédie d'Élise devint un avertissement amer qui toucha le cœur de chacun. À l'église, un prêtre dit d'une voix ferme que les biens matériels n'étaient qu'un prêt. Les humains ne devraient pas se faire du mal pour quelque chose d'éphémère. Il rappela que la famille était le don le plus précieux. L'amour ne devait pas être détruit pour un lopin de terre. Ces paroles firent baisser la tête à de nombreux villageois, les yeux embués. Cette nuit-là, Julien s'assit de nouveau sur son perron. Il serra dans ses bras Léo qui était endormi, puis regarda le ciel étoilé. Dans son cœur, il pria, « Seigneur, garde Élise à tes côtés. Donne-moi la force de vivre les jours à venir et protège mon fils pour qu'il grandisse avec un bon cœur. » Ses larmes coulèrent, mêlées à la certitude que même si Élise était partie, son amour vivrait toujours dans leur cœur. Depuis l'annonce des résultats de l'autopsie, l'enquête sur Gérard s'intensifia. Les gendarmes du département l'interrogeaient tour à tour dans la salle d'interrogatoire. Une lumière vive éclairait son visage pâle. Des gouttes de sueur froide perlaient sur ses tempes. Chaque question posée le rendait plus agité. Il tentait encore de nier, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à Élise. Cependant, les preuves présentées les unes après les autres ne pouvaient plus être contestées. Au début, Gérard se tenait droit, essayant de convaincre que tout n'était qu'une coïncidence. Mais au fil du temps, ses épaules s'affaissèrent, sa voix diminua et ses yeux se baissèrent de plus en plus souvent. La police lui montra un couteau de cuisine avec des taches brunâtres trouvées chez lui. Gérard se mordit la lèvre, ses mains serrant fermement ses genoux. Son visage devint sombre. Un jeune enquêteur nommé inspecteur Dubois s'approcha de lui d'un ton doux. Il dit que la vérité ne pouvait pas être cachée éternellement. Il ajouta que des aveux pourraient peut-être alléger son cœur. Ces mots firent fermer les yeux à Gérard pendant un long moment, comme s'il luttait avec lui-même. Ses lèvres tremblaient, sa respiration était lourde, puis il murmura lentement. C'était vrai qu'il s'était disputé avec Élise ce matin-là. Cet aveu surprit les agents. Ils retinrent leur souffle, attendant que Gérard continue. D'une voix rauque, il raconta qu'Élise était venue avec des documents fonciers, exigeant que l'héritage soit immédiatement partagé. Ces paroles furent considérées comme une insulte à son égard en tant que frère aîné. Dans une colère aveugle, il avait saisi le couteau qui se trouvait dans la cuisine. La courte dispute s'était transformée en tragédie. Élise était tombée, son corps ne bougeait plus. Gérard s'arrêta de parler, sa voix étranglée, ses larmes coulant, mais son visage restait sombre. Il baissa profondément la tête, comme s'il regrettait chaque seconde de son acte.
L'enquêteur nota chaque mot prononcé, tandis que l'atmosphère de la pièce devenait de plus en plus silencieuse. Pas de cris, pas de reproches. Seulement un silence oppressant. La nouvelle des premiers aveux de Gérard se répandit rapidement dans le village. Les gens l'apprirent de bouche à oreille, au café, lors des conversations à l'église. Les villageois furent choqués, mais d'un autre côté, soulagés que le mystère qui planait depuis si longtemps commence à être résolu. Cependant, ce soulagement était mêlé d'horreur. Personne n'imaginait qu'un frère puisse ôter la vie à sa propre belle-sœur pour un lopin de terre. Chez lui, Julien apprit la nouvelle le cœur tremblant. Il resta longtemps assis sur le perron, regardant la route déserte du village. Ses yeux étaient humides, sa respiration lourde. Dans son cœur, il y avait un sentiment de soulagement car la vérité commençait à émerger, mais aussi une blessure qui s'approfondissait. Élise ne reviendrait pas. Les aveux de Gérard ne faisaient que renforcer la dure réalité que sa femme était vraiment partie de manière si cruelle. Léo, le petit garçon, posait toujours des questions innocentes sur sa mère. Julien ne pouvait que le serrer fort dans ses bras, retenant ses larmes pour ne pas pleurer devant son fils. Il lui murmurait doucement que sa mère était maintenant avec Dieu. Il répétait ces simples mots encore et encore, même si son propre cœur n'arrivait pas encore à accepter pleinement la réalité. Les villageois parlaient de plus en plus de cette tragédie. Certains étaient en colère et voulaient que Gérard soit puni le plus sévèrement possible. D'autres restaient silencieux, incapables de trouver les mots. Pour eux, cet événement était une grande honte et une leçon amère. Ils réalisaient que l'avidité pouvait transformer un frère en ennemi, pouvait effacer l'amour qui aurait dû être préservé. Madeleine, la vieille témoin qui avait témoigné dès le début, était maintenant considérée avec respect. De nombreux villageois venaient la voir pour entendre l'histoire complète du jour de la disparition d'Élise. D'une voix faible mais ferme, elle racontait ce qu'elle avait vu. Mais à la fin de son récit, elle ajoutait toujours un message, que les biens matériels n'étaient pas tout. Les frères et sœurs étaient bien plus précieux et il ne fallait jamais l'oublier. Dans sa cellule, Gérard était de plus en plus souvent perdu dans ses pensées. Il était assis seul, fixant le mur vide. De temps en temps, il murmurait, appelant le nom d'Élise d'une voix rauque. Le gardien disait qu'il se frottait aussi souvent le visage, comme pour effacer une image qui le hantait. Le regret venait en effet trop tard, mais il ne pouvait plus fuir la réalité. Bellegarde-sur-Vézère devint célèbre dans les environs. Les gens des villages voisins venaient juste pour entendre directement l'histoire du Piton, d'Élise, de Gérard. Mais les habitants de Bellegarde-sur-Vézère n'étaient pas fiers de cette attention. Ils avaient plutôt honte, sentant que leur village était maintenant connu pour une tragédie si déchirante. Cette nuit-là, Julien s'assit de nouveau à l'église. Il regarda la place vide à côté de lui sur le banc, comme s'il voyait encore Élise assise là, souriant doucement comme d'habitude. Ses larmes coulèrent de nouveau. Il pria longuement pour que Dieu accorde la meilleure place à sa femme et lui donne la force d'élever Léo. Bien que son cœur soit brisé, il savait qu'il ne devait pas abandonner. Plusieurs mois après les aveux de Gérard, le procès à la cour d'assises de Périgueux commença enfin. Dès l'aube, les habitants de Bellegarde-sur-Vézère se préparèrent à partir. Certains se rendirent à pied jusqu'au canton, puis prirent un véhicule pour la ville. Ils voulaient voir de leurs propres yeux comment la justice rendrait son verdict pour un frère qui avait osé ôter la vie à sa propre belle-sœur. La salle d'audience était bondée. Les sièges ne suffisaient pas à accueillir tout le monde. De nombreux villageois se tenaient debout au fond de la salle. Leurs visages étaient graves. Leurs yeux étaient fixés sur le box des accusés. Julien était présent, le visage courageux malgré ses yeux enflés. À côté de lui, les parents d'Élise étaient assis, le corps faible mais le cœur résolu. Léo avait été confié à des voisins, car Julien ne supportait pas de l'emmener dans cette salle remplie de douleur. Le silence se fit lorsque Gérard fut amené. Son corps était amaigri, sa démarche chancelante, ses yeux baissés. Il n'y avait plus rien de l'autorité du frère aîné, autrefois connu pour son ardeur au travail. On ne voyait qu'un homme noyé dans le regret. Les villageois le regardaient avec un mélange de colère et de pitié. Mais personne ne dit un mot. L'avocat général lut l'acte d'accusation d'une voix forte. Il fut déclaré que Gérard était reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la personne d'Élise. Il n'avait pas seulement ôté la vie à la victime, mais avait également tenté de dissimuler son crime de manière cruelle, en plaçant le corps de la victime dans l'enclos du Piton. Chaque phrase prononcée par l'avocat général transperçait le cœur de Julien. Il baissa la tête. Ses larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Les pièces à conviction furent présentées une par une devant la cour. Les sandales marrons, le morceau de tissu bleu, les fragments d'os, les cheveux longs,
ainsi que le couteau de cuisine trouvé chez Gérard. Tout fut déposé sur la table d'épreuve. La lumière de la salle les rendait clairement visibles. Julien ne supporta pas de regarder longtemps, sa poitrine se serra, sa respiration devint lourde. Le visage d'Élise lui revint en mémoire. Plusieurs témoins furent appelés. Madeleine s'avança d'un pas hésitant. Sa voix était faible, mais ferme lorsqu'elle raconta comment elle avait vu Élise entrer dans la cour de Gérard ce matin funeste. D'autres témoins furent également appelés, mentionnant qu'ils avaient entendu une violente dispute provenant de la maison de Gérard. Tous les témoignages corroboraient l'accusation, selon laquelle il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un acte délibéré. Lorsque ce fut au tour de Julien de témoigner en tant que partie civile, la salle devint encore plus silencieuse. D'une voix tremblante, il raconta le dernier matin avec Élise, comment sa femme lui avait fait ses adieux d'un pas assuré. Comment il l'avait cherché dans tout le village, jusqu'à ce qu'il trouve finalement ses sandales marron, près de l'enclos du serpent. Ses larmes coulaient abondamment lorsqu'il dit qu'Élise n'était pas seulement une épouse, mais aussi une mère aimante, une femme qui avait osé se battre pour les droits de sa famille. Des sanglots se firent entendre depuis les bancs du public. Gérard resta la tête baissée tout au long du procès. De temps en temps, il se frottait le visage, prenait de longues inspirations. Lorsque le président de la cour lui demanda de faire une déclaration, il dit seulement qu'il regrettait. Il avoua sa colère, son aveuglement, mais qu'il réalisait maintenant que son acte était impardonnable. Ses larmes coulèrent, sa voix était rauque, mais personne ne ressentit de pitié. Le procès dura longtemps, jusqu'à ce que vienne le moment de la lecture du verdict. Le président, d'une voix ferme, déclara que Gérard était reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Son acte était jugé non seulement préjudiciable à la famille de la victime, mais aussi à la conscience humaine de tous les citoyens. Le juge prononça la peine la plus lourde, la réclusion criminelle à perpétuité. Le marteau frappa 3 fois, son bruit résonnant fort dans la salle. La salle se tut un instant, puis des sanglots éclatèrent de la part de la famille d'Élise. Julien se couvrit le visage de ses 2 mains. Son corps tremblait violemment. Ses larmes coulaient abondamment, mêlées à un sentiment de soulagement que la justice soit enfin rendue, même si la blessure dans son cœur ne guérirait jamais. Les parents d'Élise pleuraient à chaudes larmes, soutenus par des proches pour ne pas tomber. Les villageois présents versèrent également des larmes, ressentant le lourd fardeau de cette famille. Gérard baissa profondément la tête, son visage blême, ses lèvres tremblants, mais aucun mot ne sortit. Il ferma simplement les yeux, comme s'il acceptait son destin. Les agents l'emmenèrent rapidement hors de la salle d'audience. Des prières et des sanglots accompagnèrent ses pas. Après la fin du procès, les villageois retournèrent au village, le visage sombre. Personne ne criait victoire, personne ne se sentait heureux. Tous restèrent silencieux, conscients que cette tragédie avait laissé une profonde cicatrice. Cette nuit-là, une veillée de prière fut organisée à l'église. Les voix récitant les prières résonnèrent doucement, apportant un peu de réconfort au cœur fatigué. Julien était assis au premier rang. Ses larmes coulaient, mais cette fois, mêlées à un sentiment d'acceptation. Les villageois commencèrent à tirer des leçons. Ils réalisèrent que la terre n'était pas une raison de se haïr. Ils rappelèrent à leurs enfants et petits-enfants de préserver la fraternité plus que tout. Madeleine, de sa voix âgée, disait toujours « Ne laissez jamais les biens matériels nous faire oublier l'amour de la famille ». Ces mots étaient simples, mais ils devinrent un puissant héritage moral. Julien, le cœur brisé, s'efforça d'élever Léo avec tout son amour. Il travaillait dans les champs, s'occupait de la maison, et chaque nuit, il priait longuement. Il promit de prendre soin de son fils du mieux qu'il pouvait, pour qu'il devienne un jour un homme de bien, portant fièrement le nom de sa mère. Et c'est ainsi que la tragique histoire de Bellegarde-sur-Vézère laissa une profonde empreinte. D'une tragédie sanglante naquit une nouvelle conscience, la famille est le trésor le plus sacré. La terre peut être perdue, la richesse peut disparaître, mais l'amour familial est irremplaçable. La dernière nuit après le verdict, Julien s'assit sur le perron de sa maison, regardant les étoiles.